À 4h47 du matin, le 2 mars 2026, le premier drone iranien a frappé le complexe de traitement du gaz de Ras Laffan Industrial City sur la côte du Qatar. À midi, le même jour, Qatar Energy a annoncé un arrêt complet de la production de gaz naturel liquéfié. Pas une seule cargaison n'a quitté le site depuis. Ras Laffan n'est pas un site industriel ordinaire. C'est le plus grand complexe d'exportation de GNL de la planète. En 2025, il a expédié environ 4,21 millions de tonnes métriques de GNL, soit à peu près 20% de tout ce qui a circulé sur le marché mondial du gaz transporté par mer. Chaque cargaison qui quitte Ras Laffan doit physiquement passer par le détroit d'Ormuz. Il n'existe aucune route terrestre, il n'existe aucun port de rechange et il n'y en aura pas avant au moins 3 à 5 ans, selon l'estimation qatari actuelle du temps nécessaire pour réparer les installations endommagées et rétablir l'infrastructure de pipeline qui les alimente. Pour les deux plus grandes économies de l'Union européenne, ce seul bulletin a tout changé. Les conséquences immédiates ont été sévères. Le 14 mars, moins de 2 semaines après les frappes sur Ras Laffan, un navire appelé le Malahare, un méthanier battant pavillon qatari qui devait charger à Ras Laffan le 6 mars et livré au terminal de regazéification de Dunkerque le 28 mars, a été redirigé vers une zone de stockage au large de Singapour. Son créneau de chargement a été annulé. L'entreprise de services publics française qui devait prendre de livraison a émis un avis de force majeure à l'intention de ses clients en aval. Un navire, une cargaison, un contrat. Il faut ensuite multiplier ce schéma par chaque navire qatari, censé arriver dans un terminal européen entre le 2 mars et la fin avril. Selon les données de suivi maritime provenant de sources de l'industrie, cela représente environ 37 transporteurs. Voilà l'ampleur du problème de remplacement que les services publics européens tentent maintenant de résoudre dans des délais comprimés avec des fournisseurs qui ne faisaient jamais partie de leur planification de base. Les décisions prises en ce moment même à Berlin et à Paris par les ministres des Finances, les dirigeants des services publics et les négociants en énergie ne visent pas à traverser les prochaines semaines. Elles visent à reconstruire l'approvisionnement énergétique européen à partir de zéro sur un calendrier qui se mesure en années avec des fournisseurs et des infrastructures qui n'existaient pas dans la conversation stratégique européenne il y a 12 mois. La douleur est la plus vive en Allemagne. Le 3 avril, il y a à peine quelques jours, le gouvernement allemand a révisé ses prévisions de croissance pour 2026. La nouvelle projection est de 0,6%. La projection précédente, publiée à l'automne 2025, était de 1,3%. Plus de la moitié de la croissance économique attendue de l'Allemagne pour l'année a été effacée en une seule révision. La cause n'était pas une faiblesse généralisée, c'était l'énergie. La ministre de l'économie, Katharina Reich, une ancienne dirigeante entrée en fonction sous le chancelier Friedrich Merz en mai dernier, a dit tout haut ce que l'on évitait de dire dans une entrevue au Financial Times. Ses mots exacts étaient « Nous avons besoin de gaz pour sécuriser notre approvisionnement. C'est la seule source de base qu'il me reste. Sur le plan politique, je n'ai pas d'autre option. » Cette déclaration est importante. La ministre allemande de l'énergie a dit, noir sur blanc, à un journal international, que son pays n'a pas d'autre choix que le gaz naturel comme source d'énergie de base. Pas comme préférence, pas comme solution transitoire, mais comme fait structurel. Le parc nucléaire allemand a disparu. Son parc au charbon est en cours de démantèlement. Ces énergies renouvelables sont importantes mais intermittentes. Ce qui maintient la stabilité du réseau, ce qui fait tourner les réacteurs chimiques de BASF à Ludwigshafen et ce qui permet aux aciéries de la Ruhr de produire, c'est le gaz. Et ce gaz vient tout juste de coûter beaucoup plus cher. Les contrats à terme pour la livraison d'électricité en Allemagne, en mai, se négocient actuellement à environ 4 fois le niveau des contrats français équivalents. 4 fois. C'est pas une prime modeste liée à une perturbation temporaire. C'est un écart de prix structurel qui reflète une réévaluation fondamentale de la sécurité énergétique allemande par rapport à une voisine dont le parc nucléaire est largement intact. Cet écart de prix de l'électricité, 4 fois plus élevé, a des conséquences très concrètes pour les entreprises qui évoluent dans cet environnement. BASF, le géant de la chimie dont le siège social est à Ludwigshafen, exploite le plus grand complexe intégré de production chimique au monde.
Ce complexe consomme du gaz naturel à la fois comme combustible pour la chaleur et la vapeur, et comme matière première pour produire de l'ammoniac, du méthanol, ainsi qu'une cascade de produits en aval qui finissent dans les engrais, les plastiques, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques industriels partout en Europe. Quand les prix du gaz quadruplent par rapport à ce que paient les concurrents français et espagnols, BASF ne peut pas simplement refiler la facture à ses clients. Ces produits sont en concurrence sur les marchés mondiaux et ses clients ont des solutions de rechange. C'est pourquoi BASF a déjà annoncé des réductions de production sur plusieurs sites allemands pour le deuxième trimestre de 2026, en invoquant ce que l'entreprise appelle des écarts insoutenables de coûts d'énergie et de matières premières. ThyssenKrupp, le producteur d'acier, a publié des indications semblables. La production dans les aciéries allemandes à forte intensité énergétique est en train d'être réduite. La production se déplace vers des nuances d'acier moins énergivores et de plus en plus vers des brames importées qui peuvent être finies dans les installations allemandes sans faire fonctionner tout le cycle intégré des hauts fourneaux. Ce ne sont pas de petites entreprises, ce sont les piliers industriels de l'économie exportatrice allemande, et leur décision de production d'avril et de mai 2026 explique pourquoi le ministère de l'économie a coupé ses prévisions de croissance de plus de moitié. Les prix de référence du gaz en Europe ont augmenté de plus de 50% depuis le jour des frappes sur Ras-Laffan. Et si cette hausse a tenu, c'est pas à cause de la spéculation. C'est à cause du stockage. Lorsque les cargaisons qataries ont cessé d'arriver, les niveaux de stockage du gaz en Europe étaient déjà inhabituellement bas pour la période de l'année. Au début de mars, les réserves de l'Union européenne étaient remplies à environ 30%, contre une moyenne de 54% sur 10 ans au même moment du calendrier. Ce déficit n'est pas apparu de nulle part. Il reflétait un hiver 2025 froid qui avait fait baisser les stocks plus vite que le cycle de reconstitution ne pouvait les remonter. Autrement dit, l'Europe est entrée dans l'arrêt qatari avec une position de départ affaiblie et elle ne s'en est pas remise depuis. C'est la deuxième fois en 4 ans que l'Europe affronte une crise énergétique de cette nature. La première a éclaté en février 2022, lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie a forcé le continent à reconstruire son architecture gazière à marche, forcée après des décennies de dépendance aux flux russes par pipeline. Cette reconstruction a été extrêmement coûteuse, extrêmement perturbatrice, et à l'époque, on l'a considérée comme la limite de ce que les économies européennes pouvaient absorber. Cela a tenu à un coût considérable pendant 3 hivers. L'Allemagne a construit à un rythme record des terminaux flottants d'importation de GNL à Wilhelmshaven et à Brunsbüttel. La France a augmenté le débit à Fos-sur-Mer et à Dunkerque. Des contrats ont été signés avec le Qatar, les États-Unis et la Norvège. La politique énergétique européenne de 2022 jusqu'au début de 2026 a consisté à gérer une crise tout en bâtissant des solutions de rechange durable pour empêcher la suivante. L'hypothèse intégrée à cette stratégie était que le Qatar resterait une composante stable de l'approvisionnement européen. Cette hypothèse n'avait rien d'irresponsable. Le Qatar était un exportateur fiable de GNL depuis plus de 2 décennies. Ces installations avaient fonctionné sans perturbation majeure. Son gouvernement avait démontré sa fiabilité commerciale, même pendant de précédents conflits régionaux. Cette hypothèse a échoué le 2 mars 2026. La réponse évidente semblerait simple, acheter davantage de gaz américain. Les États-Unis sont actuellement le plus grand exportateur de GNL vers l'Europe en volume. Les cargaisons américaines provenant des terminaux de la côte du Golfe du Mexique, notamment Sabine Pass, Corpus Christi et Freeport, constituent depuis 2022 la principale source de remplacement du gaz russe acheminé par pipeline. Au premier semestre de 2025, le GNL américain représentait environ 57% des importations européennes de GNL. Sur le papier, la réponse logique de l'Europe à l'arrêt qatari consiste à accroître encore les volumes américains. Plus de cargaisons, plus de terminaux, plus de débit. La logique est propre. La politique ne l'est pas. L'administration Trump a fait de la politique commerciale envers l'Europe l'un de ses terrains les plus actifs de pression économique.
Les menaces tarifaires sur les exportations européennes, les critiques publiques sur les dépenses européennes en matière de défense, les différends sur la réglementation des services numériques et certaines frictions commerciales précises ont créé un climat bilatéral dans lequel les gouvernements européens ne sont pas pressés d'approfondir une dépendance stratégique envers les États-Unis pour une ressource critique. Quand chaque conférence de presse finit par ressembler à un poste frontalier avec de l'éclairage de scène, même les alliés se mettent à relire les petits caractères 2 fois. Il ne s'agit pas d'un rejet du gaz américain. Les cargaisons continuent d'arriver. Mais un signal clair et discipliné est envoyé depuis les capitales européennes. Le risque de concentration compte et lié davantage de contrats à long terme à un fournisseur dont le gouvernement a démontré sa volonté d'utiliser le levier économique de façon imprévisible, constitue en soi une vulnérabilité stratégique. Voilà le problème d'une politique transformée en spectacle. Les applaudissements peuvent être nationaux, mais la prime d'assurance devient internationale. Le chancelier Merz a fait référence dans un discours au Bundestag à la fin mars à ce qu'il a appelé la leçon des 4 dernières années. La formule ne mentionnait pas les États-Unis par leur nom. Ce n'était pas nécessaire. La leçon, selon sa description, est qu'une économie européenne ne peut pas se permettre d'être structurellement dépendante d'un seul fournisseur externe pour une ressource critique, peu importe à quel point ce fournisseur semble amical ou hostile à un moment donné. La diversification, a-t-il dit, n'est pas une préférence économique, c'est une exigence stratégique. C'est ce qui fait basculer l'attention vers le Canada. Et pas n'importe quel GNL canadien, la véritable histoire, c'est le GNL du Canada Atlantique. Le Canada dispose de 2 voies distinctes d'exportation de GNL, et la différence entre les deux est le fait le plus important pour comprendre le pivot européen. La première voie est la côte du Pacifique. LNG Canada, à Kitimat, en Colombie-Britannique, a commencé à exporter en 2025. Ces cargaisons traversent le Pacifique vers l'ouest à destination d'acheteurs au Japon, en Corée du Sud, en Chine et en Inde. Cette infrastructure est importante, mais ce n'est pas l'histoire de l'Europe. Une cargaison partant de Kitimat vers Wilhelmshaven passerait par le canal de Panama, puis l'Atlantique, un itinéraire commercialement viable, mais loin d'être optimal, et qui met le gaz canadien du Pacifique en concurrence directe avec une demande asiatique qui absorbe déjà chaque tonne disponible. La deuxième voie est la côte atlantique. C'est là que se joue l'histoire européenne. Le projet Gouldsboro LNG, dans le comté de Guysborough en Nouvelle-Écosse, est en développement depuis plus d'une décennie. Ces permis ont été accordés, puis laissés à l'abandon, puis reconstitués sous différentes structures de propriété. Pendant la majeure partie de cette histoire, Gouldsboro est resté en arrière-plan de la planification énergétique mondiale, comme un projet dont l'économie dépendait d'acheteurs européens qui n'étaient pas prêts à s'engager. Cela a changé. Dans le cadre accéléré du gouvernement Carney pour les infrastructures énergétiques jugées stratégiquement importantes, Gouldsboro est passé en développement accéléré. L'installation Bearhead LNG, elle aussi en Nouvelle-Écosse, a reçu une attention réglementaire parallèle et une troisième voie, soit la conversion potentielle des infrastructures existantes de pipelines de gaz naturel qui vont de l'Alberta à travers le centre du Canada vers des ports de l'Atlantique, notamment Saint John, au Nouveau-Brunswick, fait actuellement l'objet d'une évaluation commerciale active. Les calculs liés au transport maritime sont décisifs. Un méthanier partant de la côte de la Nouvelle-Écosse vers Wilhelmshaven parcourt la distance en environ 9 jours. De la Nouvelle-Écosse à Dunkerque, en environ 8 jours. La route traverse l'Atlantique Nord, le corridor maritime long courrier, le plus mûr sur le plan commercial au monde. Elle ne passe pas par Ormus, elle ne passe pas par Bab el-Mandeb, elle ne passe pas par Suez. Elle n'exige pas de prime d'assurance de guerre, elle n'exige pas d'escorte militaire. Une cargaison qatari à destination de l'Europe, dans des conditions normales, suit un itinéraire très différent. Elle transite par Ormus, traverse la mer d'Arabie, passe par Bab el-Mandeb, où les forces Houthis attaquent la navigation commerciale depuis 2024, remonte la mer Rouge, franchit le canal de Suez et traverse la Méditerranée. Même lorsque chacun de ces points d'étranglement est ouvert, la distance maritime dépasse 3 semaines. Et chaque segment transporte un risque politique intégré dans la prime d'assurance.
le gaz du Canada Atlantique est plus proche, il est plus rapide, il est moins exposé politiquement. Et c'est la seule option sur la table qui réunit simultanément les 4 conditions dont les acheteurs européens ont besoin. Des contrats à long terme, des routes maritimes commercialement sûres, des prix abordables et un fournisseur politiquement fiable. Voilà pourquoi les appels se multiplient. Une délégation allemande s'est rendue à Ottawa au cours de la première semaine d'avril. La composition de la délégation, qui comprenait de hauts responsables du ministère de l'économie et des représentants des grands services publics allemands Uniper et RWE, n'a pas été dévoilée au complet. Mais la presse allemande a décrit cette visite comme exploratoire. Des sources, au fait, des discussions les ont présentées comme centrées sur des engagements d'achat à long terme, le mécanisme financier précis qui permet de débloquer la construction de nouveaux terminaux de GNL. L'achat à long terme n'est pas un concept compliqué. Il s'agit d'un contrat dans lequel un acheteur s'engage à acheter un volume annuel minimal déterminé pendant un nombre précis d'années, selon une formule de prix qui combine un indice de base des matières premières avec divers ajustements. 15 ans, 20 ans, parfois plus. Ce sont ces contrats qui ont rendu finançable LNG Canada à Kitimat il y a une décennie. Des services publics japonais et coréens ont signé des ententes d'achat garantissant les revenus du projet sur la période d'amortissement de son investissement en capital. Le terminal a été construit parce que les acheteurs s'étaient engagés. Lorsqu'un service public allemand signe une entente similaire avec Goldboro LNG en avril ou en mai 2026, le même mécanisme s'active. Le terminal se construit, les cargaisons circulent et les contrats rédigés aujourd'hui encadreront encore les livraisons de gaz en 2040 et ou en 2046. Ce ne sont pas des solutions à court terme, ce sont les fondations d'une relation énergétique transatlantique qui survivra à plusieurs gouvernements des deux côtés. La France mène des discussions parallèles, quoique fidèle à son style, de manière plus discrète. Total Energy, le grand groupe français du pétrole et du gaz, discute activement depuis des mois avec des producteurs canadiens à la fois de partenariats en amont et d'achat de GNL à long terme. Le rythme de ces discussions s'est accéléré de façon mesurable depuis le 2 mars. Engie et Électricité de France, les grands services publics français, seraient eux aussi en discussion commerciale avancée avec plusieurs contreparties canadiennes. Total Energy, en particulier, occupe une position structurelle intéressante. L'entreprise est déjà un acteur important des marchés mondiaux du GNL, avec des participations existantes dans des projets aux États-Unis, au Mozambique et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son bilan lui permet de soutenir une participation en capitaux propres dans la production canadienne, ce qui constitue un engagement commercial d'une autre nature qu'un contrat d'achat signé par un service public. Quand Total Energies prend une participation dans un projet canadien de GNL, elle n'achète pas seulement du gaz. Elle prend en charge le risque de développement du projet, ce qui, dans le contexte actuel de financement, constitue souvent le facteur décisif pour qu'un projet atteigne sa décision finale d'investissement. Les volumes précis en jeu rendent visible l'ampleur de l'occasion. Le Qatar a fourni environ 7% des importations européennes de GNL en 2025. En termes de gaz total de l'Union européenne, cette part est plus faible que celle du gaz norvégien acheminé par pipeline et plus faible que celle du GNL américain, mais elle reste une composante structurelle importante. Quand ce 7% disparaît brutalement et quand l'échéancier de remplacement se mesure en années plutôt qu'en semaines, l'écart doit être comblé par d'autres sources. Collectivement, les importations européennes de GNL ont totalisé environ 130 millions de tonnes en 2025. Un déficit de 7% représente environ 9 millions de tonnes par année de demande de remplacement. Une partie de ce manque peut être absorbée par des fournisseurs existants qui augmentent leur débit. Une autre partie peut venir de la destruction de la demande, ce qui est déjà en cours à mesure que des industries à forte intensité énergétique réduisent leur production ou se déplacent. Mais une part importante doit provenir d'une nouvelle offre. C'est ce volume que l'on demande au GNL du Canada Atlantique de fournir. La capacité projetée de Goldboro, une fois entièrement déployée, approche les 10 millions de tonnes par année. La capacité proposée de Bearhead est comparable. Ensemble, ces deux projets pourraient théoriquement à eux seuls fournir l'ensemble du volume de remplacement qatari dont l'Europe a besoin. Dans la pratique, les cargaisons seront réparties entre plusieurs acheteurs dans plusieurs pays. Et les projets canadiens seront en concurrence avec l'expansion d'installations déjà existantes.
Mais la demande européenne totale est assez importante pour soutenir plusieurs nouveaux terminaux de GNL dans le Canada Atlantique, ce qui explique précisément la réaction des marchés financiers. Le financement de projets, bloqué depuis des années, se remet en mouvement. Les firmes d'ingénierie augmentent leurs capacités. Les ports de Halifax à Saint John ajustent leur planification du capital à long terme pour accueillir un trafic de méthaniers à des volumes qu'ils considéraient auparavant comme ambitieux. Les 3 scénarios d'évolution de cette histoire se divisent en trajectoires assez claires. Dans le premier scénario, la perturbation qatari se résorbe dans un délai de 6 à 9 mois. Le déminage réussit. La situation navale dans le Golfe se stabilise. Le GNL qatari reprend à des niveaux réduits, mais significatifs, dans cette trajectoire. Le GNL du Canada Atlantique capte quand même une part de marché importante parce que les contrats signés en ce moment s'étendent sur 15 à 20 ans. Mais le rythme de construction de nouveaux terminaux canadiens reste modéré. Dans le deuxième scénario, la perturbation qatari se prolonge pendant 1 à 3 ans, soit que l'estimation des réparations se révèle exacte, soit que l'environnement sécuritaire dans le Golfe demeure trop instable pour permettre une reprise complète des flux commerciaux. Dans cette trajectoire, le pivot Europe-Canada s'accélère de façon spectaculaire. Plusieurs nouveaux projets de GNL dans le Canada Atlantique obtiennent une décision finale d'investissement dans les 12 à 18 prochains mois. Le GNL canadien devient une composante structurelle plutôt que complémentaire de l'approvisionnement européen. Les contrats en cours de négociation deviennent le socle d'une nouvelle relation énergétique transatlantique appelée à durer une génération. Dans le troisième scénario, la situation dans le Golfe Persique s'aggrave davantage. Le cessez-le-feu s'effondre. D'autres infrastructures énergétiques du Golfe sont endommagées. La navigation en mer Rouge devient totalement impraticable. La demande européenne pour une offre de remplacement devient désespérée. Le calendrier des infrastructures canadiennes devient le facteur limitant qui détermine la rapidité avec laquelle l'industrie européenne peut s'adapter. Le gouvernement canadien intervient potentiellement directement pour accélérer les permis et le financement des infrastructures d'exportation jugées critiques. Et le Canada devient le plus important fournisseur unique de gaz naturel de l'Europe, une position qui aurait été impensable il y a 18 mois. Ce qui relie les 3 scénarios, c'est le changement structurel central. Les planificateurs européens ont appris que leur approvisionnement en gaz est vulnérable à des perturbations dans des voies maritimes qu'ils ne contrôlent pas, provoquées par des acteurs qu'ils ne peuvent pas dissuader dans des régions où leur influence est limitée. La réponse à cet apprentissage n'est pas incrémentale, c'est un repositionnement stratégique vers des fournisseurs dont les routes ne passent pas par des points d'étranglement contestés et dont les systèmes politiques s'alignent sur les valeurs européennes. Le Canada coche toutes les cases. Il a les réserves, il a les infrastructures, soit déjà en service, soit à un stade avancé de développement, il a la stabilité politique, il a la gouvernance démocratique, il a un gouvernement dirigé par Mark Carney qui encourage activement précisément ce type de partenariat stratégique. Et il a la géographie qui ne change pas. La route maritime de l'Atlantique Nord entre le Canada Atlantique et l'Europe est le corridor long courrier le plus mûr sur le plan commercial au monde. Il y a 45 jours, presque rien de tout cela n'était vraiment planifié. Le projet Goldboro avançait, oui, mais sans l'urgence ni l'ancrage contractuel qu'exigent les décisions finales d'investissement. Les conversations allemandes étaient polies, mais exploratoires. Les conversations françaises étaient commerciales, mais sans empressement. Berred restait en veilleuse. Les possibilités de conversion des pipelines existaient quelque part dans un jeu de diapositives, mais pas encore dans une note ministérielle. Puis, les drones iraniens ont frappé Ras Laffan et la carte a changé. Aujourd'hui, au 18 avril 2026, les contrats qui définiront la sécurité énergétique européenne pendant les années 2030 et jusque dans les années 2040 sont en train d'être négociés en temps réel dans des bureaux à Hambourg, Halifax, Houston, Paris et Calgary par des gens qui comprennent qu'une crise d'approvisionnement hivernale est à 7 mois et que les engagements pris dans les 60 prochains jours détermineront si cette crise sera gérable ou catastrophique.
Pendant ce temps, la faction la plus bruyante à Washington continue d'agir comme si la confiance stratégique pouvait être remplacée par un podium, un slogan et un tarif douanier plus agressif. Les cargaisons qui auraient dû aller de Ras Laffan à Wilhelmshaven n'iront pas à Wilhelmshaven. Pas cette année, probablement pas l'an prochain, peut être pas avant une décennie. Et chaque service public allemand qui planifie l'hiver 2027 le sait. Le drone qui a frappé Ras Laffan à 4h47 du matin, le 2 mars, était un petit objet de quelques centaines de kilogrammes, acheminé à travers quelques centaines de kilomètres d'espace aérien par un acteur opérant depuis la rive opposée du golfe Persique. Son impact physique immédiat s'est limité à un élément précis de l'équipement de traitement du gaz sur un complexe industriel précis. Son impact stratégique, lui, va redessiner la carte énergétique de l'Europe. C'est généralement ainsi que ces choses-là se produisent. Non pas par de grandes décisions prises dans des salles de sommet, mais par des événements physiques précis qui font s'effondrer des hypothèses précises, lesquelles tenaient jusque-là ensemble des systèmes commerciaux d'une complexité énorme. La réalité, contrairement au théâtre électoral, ne s'arrête pas pour laisser passer les applaudissements. Les cargaisons doivent venir d'ailleurs, et la géographie, les infrastructures, la politique et l'économie pointent toutes dans une seule direction, vers le nord et l'ouest, de l'autre côté de l'Atlantique, vers un pays dont les réserves de gaz se trouvent dans des provinces que la plupart des consommateurs européens n'auraient pas su situer sur une carte il y a 18 mois. L'Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, des noms qui sont sur le point de devenir aussi familiers dans le discours énergétique européen que Ras Laffan et Yamal l'ont déjà été. L'Allemagne et la France ne choisissent pas le Canada parce qu'elles préfèrent le Canada. Elles choisissent le Canada parce qu'elles n'ont plus de meilleures options. Et c'est au bout du compte le type de décision stratégique le plus lourd de conséquences, celui qui n'est pas pris par vision mais par nécessité. Et cela remodèle le commerce mondial précisément parce que ce choix ne peut être inversé par rien de moins qu'un rétablissement complet des conditions qui rendaient l'ancienne architecture viable. Ces conditions ne reviendront pas cette année, probablement pas dans cette décennie. Katharina Reich l'a dit clairement, sur le plan politique, je n'ai pas d'autre option. Les contrats rédigés en avril et en mai 2026 reflètent cette réalité avec le type de clarté que seule une crise vécue peut produire. Ce ne sont pas des couvertures, ce sont des engagements. Et c'est généralement à ce moment-là que l'argumentaire à la manière Trump rencontre son plus vieux problème. Les marchés savent intégrer le bluff dans leur prix, mais ils ne financent pas la confiance sur commande. Et lorsque la première grande entente d'achat à long terme Europe-Canada sera signée, probablement dans les 30 à 60 prochains jours, ce ne sera pas seulement une annonce commerciale. Ce sera le début officiel d'une relation énergétique transatlantique qui remplacera des cadres ayant défini la vie économique européenne pendant 2 générations. Les méthaniers sont déjà en cours de repositionnement, les terminaux sont déjà en cours d'expansion, les négociateurs sont déjà à la table. La seule question désormais est de savoir à quelle vitesse les formalités rattraperont une réalité qui, elle, est déjà en marche.